J'ai vendu mon bateau, ici il n'y a plus de poissons. Et j'ai vendu mon âme, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vendu ma femme, mon amour, mes enfants, pour ne pas mourir à mon tour. Où aller, où aller, où aller, je ne sais pas où aller. Alors, donc, Nicolas Lambert, Dormi sans étoile, ici le ciel est une noir. présentation très courte. Donc, il est ingénieur de recherche au CNRS. Il travaille dans un laboratoire dont les thématiques sont autour de l'aménagement des territoires européens. C'est un camarade du PCF, et, ce qui n'est pas le cas de tous nos intervenants, et par ailleurs, il est militant à une association qui s'appelle Migre Europe. J'en dis pas plus, si j'en dis deux mots, parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu nous racontais avant. C'est que c'est une association qui cherche à rassembler en son sein des militants de soutien aux migrants et en même temps des chercheurs. Hein, et donc, je crois que ça c'est relativement peu commun. Voilà. Bon, mais enfin, c'est pas là-dessus que tu es amené à intervenir, donc voilà. Eh bien, je crois qu'on peut lui donner la parole pour 45 minutes. Voilà. Merci beaucoup. À toi. Et donc, effectivement, dans ce réseau, on utilise beaucoup la cartographie pour développer des idées politiques sur la liberté de circulation, les politiques migratoires, etc. Et j'ai puisé un certain nombre de ressources là-dedans. J'ai oublié de dire qu'il était cartographe, excusez-moi. Voilà, maintenant je vais... Bon. Alors, donc de quoi on va parler aujourd'hui? Je vais essayer de faire une espèce d'état des lieux des migrations aujourd'hui, quelques définitions, des cartes, des chiffres, beaucoup de cartes, quelques éléments structurants de la politique migratoire européenne, parce que c'est quelque chose qui se structure beaucoup au niveau continental, et j'évoquerai également les luttes en cours et les propositions que nous on défend au Parti communiste. Donc avant de commencer ça, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui viennent s'appliquer à la question migratoire, migrants, immigrés, réfugiés, demandeurs d'asile. Et en fait, derrière tout ça, on peut coller des chiffres, mais ça ne renvoie pas à des réalités qui sont équivalentes. Alors, un migrant ou un immigré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit dans un pays de façon permanente, mais qui est né dans un autre pays. Donc quelqu'un qui acquiert la nationalité française, par exemple, reste un immigré. Ce qui complique la chose. Un réfugié, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a obtenu l'asile dans un pays parce qu'il était persécuté dans son pays pour des raisons politiques ou autres, et qui a obtenu un refuge dans un autre pays que le sien. C'est une notion donc juridique, mais qui est souvent utilisée de façon plus large pour dire, voilà, quelqu'un qui est persécuté, on peut l'appeler un réfugié. Généralement, les associations utilisent le mot réfugié de façon assez large. Donc un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui souhaite obtenir le statut de réfugié. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité du pays dans lequel il réside. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les étrangers en situation irrégulière, que nos adversaires appellent souvent clandestins. On utilise le mot sans-papier. C'est quelqu'un qui réside dans un pays alors qu'il n'a pas le droit d'y résider. S'il se fait attraper, il peut se faire expulser. Il y a aussi les déplacés internes. Souvent, quand on fuit un conflit, on ne va pas forcément traverser une frontière. On peut fuir un conflit et se réfugier quelque part à l'intérieur des frontières même de son pays. Dans ces cas-là, on n'est pas un migrant, mais c'est un peu les mêmes logiques. La différence, c'est qu'on n'a pas traversé de frontière, c'est tout. Il y a un terme qu'utilisent beaucoup les associations, qui est un beau terme, c'est le terme exilé. C'est pour dire, voilà, c'est que quand on fuit un endroit, qu'on va se réfugier quelque part, on est en exil parce qu'on est contraint un peu
de se déplacer. On remarquera que ce terme exilé, c'est aussi celui qui est utilisé par ceux qui vont aller planquer leur argent en Belgique et qui se nomment exilés fiscaux. Voilà. Mais ce n'est pas de leur faute. Voilà. Donc en fait, tous ces termes s'appliquent souvent à une même personne qui, au cours de son parcours, va être tantôt un déplacé interne, puis un migrant, puis un réfugié, demandeur d'asile, puis il va devenir clandestin en changeant de pays, etc. etc. Et pourtant, c'est les mêmes personnes, c'est des trajectoires différentes, mais généralement, quand on entend dans les médias des chiffres sur le nombre de réfugiés, le nombre de migrants, le nombre d'étrangers, il faut savoir que ça renvoie à des définitions qui sont différentes. Alors, quelques chiffres quand même, je ne sais pas si on voit bien la carte, mais c'est pas très important, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près 258 millions de migrants. C'est grosso modo 3,4% de la population mondiale. Donc c'est important, c'est pas non plus énorme. En 1990, il y avait 152 millions de migrants, ça représentait 3% de la population. Donc ça a augmenté, mais pas de façon exponentielle. Et on peut se rappeler aussi qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait 5% de migrants dans le monde. Donc en fait, on est sur quelque chose, c'est un phénomène banal, la migration. Que l'humanité a toujours bougé à travers le temps et l'espace. L'homme a quitté l'Afrique pour coloniser le monde, se déplacer, etc. C'est quelque chose de complètement banal. Au XIXe siècle, on peut aussi dire que l'Europe était une terre d'émigration. Ça, c'est une carte ancienne de migration au XIXe siècle. Donc on voit qu'il y a des grosses bandes qui correspondent à des déplacements de population qui proviennent d'Europe et qui vont vers les États-Unis, vers les Amériques en général et un peu voilà, vers l'Australie. Les pays qui émettent le plus de migrants, c'est-à-dire les pays desquels les gens partent, sont principalement en Asie. Donc c'est essentiellement l'Inde, plus de 100 millions de personnes, plus de 100 millions d'Indiens vivent actuellement ailleurs qu'en Inde. Puis suivent le Mexique, la Russie, la Chine, le Bangladesh, la Syrie, etc. Donc essentiellement en Asie. Et l'Allemagne l'Allemagne est aussi gros que ça? Oui, parce qu'en Europe, on migre beaucoup, mais essentiellement dans les autres pays européens. Mais effectivement, il y a beaucoup, il doit y avoir, par exemple, l'Allemagne, je ne sais pas exactement combien de personnes ça représente, mais il y a 3 millions de Français à l'étranger. C'est des migrants. Donc là, cette carte représente les pays qui accueillent les migrants, c'est-à-dire les pays dans lesquels il y a le plus de population qui est née à l'étranger. Donc les principaux pays d'accueil sont les États-Unis, avec quasiment 50 millions de personnes, suivis par l'Arabie Saoudite, l'Allemagne et la Russie, avec à peu près 12 millions de personnes. Donc on voit les différentes zones de... Voilà, mais bon, tous les pays émettent des migrants et reçoivent des migrants. Donc c'est souvent une question qu'on n'évoque pas très bien quand on parle de migration. On parle souvent de ceux qui arrivent, mais pas ceux qui repartent. Or, c'est des déplacements. Alors là, je vous ai mis aussi une figure un petit peu compliquée. Donc c'est une carte aussi, qui représente cette fois-ci les déplacements des migrants à travers le monde. C'est qui va où. Donc c'est une carte un peu schématisée. Les rectangles représentent des espaces régionaux, par exemple l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Asie de l'Ouest, l'Asie du Sud, etc. Chaque couleur correspond à un continent, par exemple l'Afrique en vert, l'Europe en bleu. Et à l'intérieur de ces zones, il y a des flèches qui représentent le nombre de déplacements. Donc qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Ouais. Est-ce que c'est bien au point là-bas, les visions? Ouais, la carte est un peu floue, donc ça, si on ne voit pas bien, elle est un peu floue. Ouais. C'est normal. Ouais. C'est une capture d'écran faite un peu vite, piquée à François Héran, qui est un spécialiste des migrations. Donc là, si on regarde cette image, les plus gros déplacements de population à travers le monde ont lieu en Asie, entre l'Asie du Sud
et l'Asie de l'Ouest, 17,5 millions de personnes. Le deuxième gros flux, c'est entre le Mexique et les États-Unis. En Europe, ce qui se passe, c'est plutôt des mobilités à l'intérieur de l'Union européenne. Il n'y a pas de grosses flèches, comme on l'imagine souvent, entre l'Afrique et l'Europe. On constate aussi que l'Afrique, là, les carrés qui sont verts, en fait, il n'y a pas de flèches, parce que les flux faibles ne sont pas représentés, et en fait, on se rend compte, en représentant l'information comme ça, que l'Afrique est encore aujourd'hui un continent relativement isolé en termes de mobilité. Donc les petits carrés jaunes représentent les déplacements à l'intérieur de chaque espace. Donc en Afrique, il y a beaucoup de mobilité interne, mais pas tellement de mobilité du sud vers le nord. Il faut rappeler que aussi la majorité des déplacements de population à l'échelle mondiale se font plutôt entre les pays du sud. Donc on est loin d'une image avec une grosse flèche rouge, je raisonne beaucoup en termes de carte, une grosse flèche rouge qui montrait vers l'Europe envahir l'Union européenne. Non. Alors, pourquoi les gens changent de pays? Souvent, on est sur des facteurs combinés et complexes. Alors, il y a plein de critères, il y a beaucoup d'études, d'enquêtes là-dessus. D'abord, il y a des raisons économiques. La concurrence mondiale, le néolibéralisme déstabilise souvent des économies, et donc les gens, il y a la famine, il faut manger, on va souvent à la ville, puis après à la ville, on va quelque part d'autre où on peut vivre, mener sa vie. Il y a le réchauffement climatique, qui est un critère de plus en plus important. Cette idée ce besoin de fuir la pauvreté, ou se rapprocher de sa famille, ou tout simplement trouver un travail, faire des études, survivre quand il y a une guerre, un conflit, des fois c'est des questions de vie ou de mort. Mais c'est parfois seulement l'envie de vivre sa vie, de prendre en main son destin, de choisir la vie qu'on va mener. Des fois, pour faire ça, on franchit les frontières. Alors ce qui est beaucoup dans l'air du temps, c'est de trier les migrants, entre les migrants économiques, les réfugiés, etc. Or, dans la réalité des mouvements migratoires, souvent, quelle que soit leur histoire, ces hommes et ces femmes qui migrent, je ne l'ai pas dit, mais la moitié des migrants sont des migrantes, se rencontrent, font des bouts de chemin ensemble, et à la fin partagent en fait une histoire commune. Les trier, parce qu'entre lui, c'est un réfugié, lui est un migrant économique qui veut chercher du travail, lui c'est du rapprochement familial, au bout d'un moment, sur des trajets qui durent des années, ça n'a plus vraiment de sens. Ce qu'on peut dire aussi sur ces gens qui franchissent les frontières, c'est que aujourd'hui, c'est pas les plus pauvres qui migrent, c'est souvent des gens qui sont plutôt plus éduqués que la moyenne, qui parlent souvent une langue étrangère, qui ont un capital culturel, qui ont des sous, parce que comme c'est pas possible de migrer de façon légale, migrer, ça veut dire qu'il faut payer les passeurs, il faut s'équiper, etc. Et c'est un coût souvent énorme, et tout le monde ne peut pas se permettre de tenter une aventure migratoire. Donc ça, c'est un autre schéma, toujours produit par François Héran, que j'aime bien. Il est un petit peu compliqué, mais je le résume vite fait. Ces 4 cercles correspondent aux pays. Donc le cercle où c'est écrit faible, c'est les pays les plus pauvres. Le cercle moyen faible, c'est les pays un peu moins pauvres. Moyen élevé, les pays en voie de développement, on va dire. Et élevé, c'est les pays riches. Et entre ces espaces, il y a des flèches. Par exemple, si la flèche entre moyen faible et élevé, c'est les migrations entre les pays qui ont un niveau de vie moyen faible vers les pays riches. Voilà. Et donc, quand on regarde ça, on se rend compte que les flèches qui partent du cercle faible, c'est-à-dire depuis les pays les plus pauvres, elles sont petites. Et que c'est seulement quand un pays est sorti de l'extrême pauvreté que les gens commencent à avoir des envies de parcourir le monde et des possibilités culturelles, techniques, financières de franchir les frontières. Donc cette idée qui consisterait à dire il faut augmenter l'aide publique au développement, il faut l'augmenter bien sûr, et comme ça les gens resteront chez eux, ils ne vont pas migrer, ça c'est pas vrai.
Ce qu'on peut voir aussi sur cette image, toujours les carrés qui sont en jaune, là, c'est les migrations à l'intérieur d'un même espace. Ce qu'on voit, et ce n'est pas très étonnant, c'est que les ressortissants des pays riches migrent vers les pays riches. Quasiment essentiel. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, ça vous assomme peut-être un peu, mais j'essaie de dresser un tableau un peu complet. Alors, si on focalise sur l'Union européenne, je vous l'ai dit, l'immigration, c'est une question, en ce qui nous concerne, qui se joue vraiment à l'échelle du continent. En 2017, il y avait plus de 30 millions de migrants dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne, qui proviennent principalement, c'est les cercles bleus ici, des pays du voisinage, d'Afrique du Nord, ou des Balkans, ou de Turquie. Et ce qu'on ne dit pas souvent aussi, c'est qu'il y a des Européens à l'étranger. Donc il y a à peu près 12 millions d'Européens qui vivent à l'étranger, donc plutôt dans les pays riches, on l'a dit, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Mais je trouve que c'est important de le rappeler qu'on n'est pas qu'un continent où les gens viennent, non, c'est de la circulation, ça marche dans les deux sens. Et souvent les chiffres qu'on nous donne, c'est les gens qui arrivent, mais jamais ceux qui partent. Mais ce qui caractérise le plus les mobilités à l'échelle de l'Union européenne, c'est quand même les mobilités à l'intérieur de l'Union européenne, puisque depuis qu'on a mis en place l'espace Schengen, il y a la liberté de circulation. Donc, un exemple caractéristique de ça, c'est le programme Erasmus, où on estime que c'est quasiment 9 millions de personnes qui auraient bénéficié de ce programme, donc qui concerne les étudiants qui vont étudier dans une université dans un autre pays. Et la Commission européenne a avancé des chiffres qui diraient qu'avec ce programme, il y aurait eu 1 million de bébés Erasmus qui seraient nés liés aux rencontres entre les étudiants. Ce chiffre a été contesté, mais ça illustre cette idée que en Europe, on voyage, on traverse les frontières, on se rencontre, on se marie, on trouve ça tout à fait normal. Et pourtant, si la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne nous paraît si fantastique, c'est quand même ce genre d'image là qu'il y a derrière moi, dont on imagine les migrations, comme une espèce de rhétorique d'invasion, des gros flux qui viendraient envahir l'Union européenne. Donc ça, c'est une carte réalisée par l'agence Frontex, dont je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Qui est, grosso modo, les gardes-côtes, ceux qui vont protéger les frontières de l'Union européenne. Donc, il a réalisé ce genre de carte qui est tout un message, c'est des gros flux de migrants pointés vers l'Europe. Or, comme nous aussi on fait des cartes, à Migre Europe, on fabrique des cartes pour contrer ce type de discours. Donc, voici un petit exemple. C'est les migrants syriens. On s'est dit, voilà, il y a les Syriens, il y a une guerre, il y a des millions de personnes qui ont fui la guerre, donc où sont-ils allés? Alors nous, en Europe, on essaye de ne pas accueillir trop de monde, donc on a regardé par pays combien de Syriens ont été accueillis, donc les principaux pays d'accueil sont l'Allemagne, la Suède, en proportion de la population, il y a aussi Malte, Chypre, voilà, des pays plus petits, mais quand on regarde les pays voisins de la Syrie, on se rend compte que les Syriens ont fui, ils ont été accueillis, mais ils ont été accueillis en Turquie, au Liban, en Jordanie, Arabie Saoudite, Égypte, Irak, c'est-à-dire les pays qui se retrouvent autour de la Syrie. Et à ça s'ajoutent plus de 6 millions de déplacés internes, des gens qui ont fui les conflits, mais qui n'ont pas franchi les limites de la Syrie. Pourquoi je montre cette carte? Parce que c'est déjà... On est loin d'une invasion vers l'Europe, et les gens qu'on n'accueille pas en Europe sont accueillis dans des pays plus pauvres. Donc fermer la frontière, ça veut dire laisser prendre en charge les migrants qui de toute façon vont fuir les conflits vers les pays les plus pauvres. Si on regarde ça à l'échelle mondiale, où vont les réfugiés? Les réfugiés, donc je vous ai dit tout à l'heure, donc là c'est au sens large, c'est des gens qui fuient des conflits, qui sont persécutés, etc.
eh ben, ils ne vont pas du tout en Europe. Ils vont dans cette espèce d'arc de cercle qui va de l'Afrique au Moyen-Orient. Donc plus le cercle est gros, plus le pays accueille des réfugiés. Donc on a aussi un gros cercle sur la Colombie avec les gens qui fuient actuellement le Venezuela. Bref, quand on regarde tout ce panorama, on se rend compte que l'Union européenne n'est pas du tout ni envahie, ni un pays, un continent où les migrants sont accueillis, loin de là. Donc voilà pour le paysage. Oui, c'est le paysage. Pourquoi je vous montre ça? C'est que face à ces réalités migratoires, les gens franchissent les frontières, c'est comme ça fait partie de l'histoire de l'humanité. On voit que ce qu'on a appelé crise migratoire, c'est certes une augmentation des migrations, mais c'est pas non plus, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, massif. Et pourtant, face à ça, l'Union européenne a mis une politique en place qu'on appelle une politique d'Europe forteresse, qui consiste à essayer de verrouiller les frontières pour que les migrants n'arrivent pas. Donc c'est ça que je vais essayer de décliner un petit peu maintenant. Alors l'histoire commence avec la création de l'espace Schengen. Au départ, évidemment, les frontières, c'est l'affaire des États. Un État contrôle ses frontières. Et avec la mise en place de l'espace Schengen dans le cadre de la construction européenne, les choses ont un peu changé. Donc le Schengen, ça date de 85 et ça a été mis en place pour de bon en 97 avec le traité d'Amsterdam. Puis avec le traité de Lisbonne, en fait toute cette construction de l'espace Schengen, ça a consisté à mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, disent-ils, mais surtout un espace de coopération policière et judiciaire et une mise en commun des politiques d'immigration. Donc ce qui se faisait au niveau des États est petit à petit mutualisé au niveau de l'Union européenne avec, donc ça c'est l'observation qu'on en a, un durcissement. Plus on met en commun, plus on durcit. Donc c'est les deux phases de la construction de l'espace Schengen, c'est qu'on construit un espace de libre circulation pour ceux qui sont à l'intérieur, mais en même temps, on va avoir une politique de durcissement des frontières extérieures. Alors, quel type de durcissement on met en place? Eh bien, quelque chose de très simple. Pour protéger nos frontières, on construit des murs. Voilà, Trump n'a rien inventé. Donc ça, c'est des images qui correspondent aux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais au nord du Maroc, il y a deux petits territoires espagnols, donc qui appartiennent à l'Union européenne, donc qu'il suffit de franchir quand on est un migrant pour se retrouver en Union européenne. Donc évidemment, ces espaces-là sont protégés, et pas qu'un peu, à travers des murs extrêmement sophistiqués, des caméras, des radars, etc. Il y a eu des gens qui ont réussi à traverser ces espaces. Il y a eu aussi des morts, des romans ont été écrits là-dessus. Je pense notamment à 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye, qui a un super beau livre qui raconte l'histoire de migrants qui viennent s'échouer sur ce mur. Je vais vous raconter la fin, tant pis. Voilà. Donc, effectivement, un moyen d'empêcher les migrants de venir, c'est de se barricader. C'est vrai aussi à l'est de l'Union européenne, avec la route dite des Balkans, où de plus en plus de murs sont construits. Donc c'est une action des États plutôt, pour empêcher les migrants qui viennent de Turquie, puis Bulgarie ou Grèce, pour rejoindre l'Union européenne. Donc ça peut être des murs, des vrais murs, ça peut être des barrières, ça peut être des contrôles plus ou moins sophistiqués. Ça peut être des rétablissements de contrôle aux frontières, comme la France l'a fait avec la frontière avec l'Italie. Donc il y a plein de petits endroits où avant il y avait la liberté de circulation, et là on se remet à contrôler, verrouiller, etc. Il y a aussi sur cette carte, donc j'en parlerai un peu plus tard, la mise en place de hotspots. Ça c'est quelque chose aussi qui est évoqué dans les médias.
En fait, c'est des lieux où on essaye d'attraper les migrants tout de suite au moment où ils arrivent, pour les enregistrer, les ficher, puis pour les trier. Voilà. Un dernier mot sur cette question de mur. Donc ça, c'est une carte issue des travaux d'une Québécoise dont le travail de recenser un peu ce phénomène d'emmurement du monde. Donc cette carte, c'est toujours plus de murs dans un monde sans frontières. Donc ce que cette chercheuse nous montre, c'est que depuis la chute du mur de Berlin, il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde. La totalité métrique des murs à travers le monde, c'est la circonférence de la Terre. C'est un truc de dingue. Et ces murs sont construits avec un objectif premier, souvent c'est annoncé comme lutter contre le terrorisme, etc. Mais la raison principale, c'est empêcher l'immigration. Alors, quand il n'y a pas de possibilité de construire de murs, dans la mer par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait appel à l'agence Frontex. Alors, Frontex, c'est quoi? C'est une agence de garde-frontières et de garde-côtes. Ils font des opérations maritimes, terrestres, ils enregistrent les migrants, ils ont un budget à peu près de 320 millions d'euros. Alors ils ont plein d'équipements, ils ont 21 avions, 27 hélicoptères, 116 navires, des unités de radar mobile, des détecteurs de vision nocturne, des outils aériens, des voitures de patrouille, des détecteurs de battements cardiaques pour repérer les migrants qui se trouvent sur les bateaux, etc. Voilà. C'est privé? Non, c'est le bras armé de l'Union européenne. C'est ce que pourraient faire les États en termes de contrôle. Là, c'est mutualisé au niveau de l'Union européenne. Donc, ils n'ont pas du tout une mission de sauvetage. Hein. C'est pas du tout leur mission. Leur but, c'est de protéger, entre guillemets, les frontières. Essayer d'œuvrer pour que les gens ne passent pas. Donc là, sur cette carte, on a les petites zones bleues correspondent aux zones de patrouille. C'est une carte un peu ancienne, c'est un peu bougé. Alors sinon, quels moyens a l'Union européenne pour lutter contre l'immigration? Donc son le plus gros poste budgétaire, c'est les expulsions. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par un consortium de journalistes qui essayait de suivre l'argent dédié aux migrations, et ils ont conclu que c'était vraiment ce poste-là le plus lourd. On a prêté des avions pour expulser. Après, il y a plein de moyens d'expulser. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Autre façon de contrôler les frontières, c'est de ficher tout le monde. Les migrants qui arrivent, donc je vous ai dit tout à l'heure, avec la mise en place de hotspots, on va essayer de tout de suite leur prendre leurs empreintes, etc. Donc il y a plein de systèmes au niveau de l'Union européenne pour contrôler un peu qui est sur le territoire. Donc il y a le système d'information Schengen, c'est une base de données biométrique. Donc qu'est-ce que j'ai mis comme chiffre? Au moins 500 terminaux d'ordinateurs dans les États membres, et c'est une espèce de base de données gigantesque qui est en augmentation. On a la base aussi Eurodac qui recense les empreintes digitales pour les demandeurs d'asile. Voilà, parce que vous avez peut-être entendu parler aussi du système Dublin. C'est que quand un migrant arrive dans un pays de l'Union européenne, il est enregistré de telle sorte que si on le retrouve dans un autre pays, on doit le renvoyer dans le pays dans lequel il a fait sa demande d'asile. Il ne peut pas demander sa demande d'asile plusieurs fois. Donc, cette mutualisation, c'est de fait un durcissement. Avant, on pouvait demander l'asile dans différents pays. Maintenant, c'est un, et si c'est rejeté, au revoir. Il y a aussi la base des visas pour faciliter, disent-ils, la fraude et faciliter le contrôle aux frontières. Hein? Donc, bien sûr, les migrants, certains sont amenés à se mutiler les mains, se brûler les mains pour ne pas être identifiés. Quand ils sont arrivés quelque part, ils ont été enregistrés, et eux, c'est pas là qu'ils veulent aller. Ils ne veulent pas demander l'asile dans ce pays où ils ont été attrapés la première fois, donc ils poursuivent leur trajet, et pour pouvoir refaire une autre demande d'asile,
souvent, ça arrive qui se mutilent. Je voulais vous montrer ça aussi, toujours sur cette question de visa, parce que moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est dans le monde, il y a des pays pour lesquels on doit demander un visa quand on voyage, et parfois non. Par exemple, nous, si on veut voyager au Maroc, en Algérie, on n'a pas besoin de demander de visa. Ah bon? En Algérie, c'est... En Algérie, si alors. Moi, je dis des bêtises. Dans certains pays, on n'a pas besoin de demander de visa. Pardon? En Ouzbékistan, En Ouzbékistan, on n'a pas besoin. Et donc, chaque pays ou chaque ensemble régional, par exemple l'Union européenne, définit les pays pour lesquels il faut un visa, par exemple pour venir dans l'Union européenne, et les pays qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est évalué au prisme d'un risque migratoire. En réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que les pays qui n'ont pas besoin de demander de visa, c'est les pays qui ont un PIB par habitant très fort. Et les pays dont les ressentissants ont besoin de demander un visa, c'est les pays qui ont un PIB par habitant très faible. Et donc si on cumule un peu ça à l'échelle de la planète, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pays qui ont plutôt la possibilité de voyager à travers le monde, et qui trouvent ça plutôt normal, et des pays pour qui la possibilité de se déplacer par des voies légales est plutôt compliquée. Déjà, ça coûte cher quand on vient d'un pays pauvre de se payer un visa, donc c'est déjà une barrière financière, et puis c'est parfois difficile d'obtenir ce visa. Et entre ces deux espaces, d'un côté plutôt la grande partie de la richesse mondiale, une petite partie de la population, et de l'autre, la grande partie de la population, mais plutôt les pays pauvres, et on déploie une myriade de dispositifs pour empêcher les mobilités entre ces deux espaces. Par exemple, entre l'Australie et l'Asie, entre le Mexique et l'Amérique du Nord, entre l'Europe et l'Afrique. Et donc là, là je passe là-dessus, mais on se rend compte que cette question de mobilité, il y a une dimension sociale extrêmement forte. Les riches, c'est qui? Les riches, c'est ceux qui peuvent voyager à travers le monde et qui trouvent ça normal. Et les pauvres, c'est ceux qui sont astreints à l'immobilité ou qui doivent se déplacer par des moyens alternatifs, souvent au péril de leur vie. Donc une dimension très lutte des classes dans la politique, dans la question migratoire. Alors, autre chose que je voulais vous dire, et là pour le coup c'est vraiment ce sur quoi travaille l'association Migre Europe, dont je peux parler ici. C'est une association qui s'est vraiment créée au moment de la fermeture du camp de Sangatte, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, à côté de Calais. Donc Sarkozy s'est dit hop, on ferme le camp de Sangatte et puis on verra bien. Et du coup, il y a tout un tas de gens qui se sont mis à travailler ensemble au moment du Forum social européen. C'était quand? C'était, je ne sais plus, au début des années 2000. Voir qu'est-ce qu'allaient devenir ces migrants et cette question de l'enfermement des migrants à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, ce réseau-là, Migre Europe, a un travail un peu de fourmi, de recenser les différents lieux d'enfermement de migrants, essayer de savoir qui est enfermé, combien de personnes, est-ce qu'il y a des femmes, quels sont leurs droits, etc. Et donc cette carte, c'est la 6e édition, représente ces différents lieux d'enfermement. Alors qu'est-ce qu'on sait là-dessus? C'est que ces lieux ont commencé à apparaître dans les années 60. Il y a une augmentation assez forte dans les années 90, et depuis 2003, c'est vraiment un pilier de la politique migratoire européenne, d'enfermer les gens. Aujourd'hui, il y aurait à peu près un peu moins de 50 000 places pour pouvoir enfermer les gens. Alors c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que des fois, il y a des lieux dédiés, et parfois, comme c'est le cas ici représenté par les hachures, les migrants vont être enfermés, par exemple, dans les commissariats. Il y a les zones d'attente des aéroports, etc., qui ne sont pas vraiment des centres de rétention. Il y a plein de lieux d'enfermement, donc tout n'est pas cartographié là-dessus, mais c'est vraiment une réalité.
Et donc on estime qu'il y aurait entre 600 000 et 700 000 personnes enfermées chaque année. Donc en France aussi, il y aurait donc à peu près 25 000 personnes enfermées en métropole, 20 000 en outre-mer, donc ça fait grosso modo 50 000 personnes qui sont enfermées chaque année en France. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que même si on n'a pas le droit de le faire, en 2017, il y avait 304 enfants enfermés. Et puis, il y a tous ces autres lieux, les zones d'attente des aéroports, il y a aussi les assignations à résidence. Donc, voilà, il y a plein de dispositifs d'enfermement. Ce n'est pas forcément des centres fermés. Les gens peuvent avoir le droit de sortir la journée, mais doivent pointer, etc. Il y a voilà, une réalité un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et avec la loi Asile-Immigration, la durée légale d'enfermement a été poussée à 90 jours en France. C'était 45 auparavant. Donc le projet de loi que le Parti communiste a combattu. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que dans ces lieux, donc là c'est une carte un peu illustrative, il y a des révoltes permanentes. C'est des lieux qui sont très déshumanisants, donc il y a des grèves de la faim, des révoltes, des incendies, des évasions, etc. Sauf que on en entend très peu parler, parce que c'est des lieux opaques, nous on n'a pas le droit d'y aller. Les parlementaires peuvent y aller, les journalistes sous certaines conditions, certaines associations, mais c'est très difficile d'avoir des informations dessus. Donc j'ai noté ça. En 2018, en janvier dernier, là, il y avait 110 personnes en grève de la faim dans le centre de rétention à Vincennes et du Ménil-Allemand. Donc c'est des contestations qui se passent régulièrement. Donc il y a eu plusieurs fois des parlementaires communistes qui sont allés dans ces centres de rétention. Ils ne connaissaient pas, et en sortant de là, effectivement, chacun en ressort indigné, il faut arrêter d'enfermer les gens, etc. Il y a des témoignages comme quoi les gens sont appelés par un matricule, c'est très déshumanisant. Ce qu'on peut dire encore une fois sur ces lieux d'enfermement, c'est que, voilà, à travers ces 4 cartes, c'est que plus on avance dans le temps, plus il y en a, et plus il y en a au-delà même des frontières de l'Union européenne. Donc ça, c'est une des facettes de ce qu'on appelle l'externalisation. L'externalisation des contrôles migratoires, c'est-à-dire cette volonté de l'Union européenne de faire porter le contrôle des frontières par des pays tiers. Essayer d'enfermer les gens en amont avant qu'ils tentent la traversée. Et donc pour faire ça, on s'appuie sans problème sur tous les pays, quel que soit le régime, Erdogan, Ben Ali, la Libye de Kadhafi, voilà, c'est pas un problème. Là, ce qu'on a vu aussi récemment dans la presse, c'est que Macron avait vendu 6 navires, je crois, aux Libyens pour contrôler les frontières. Donc là, il y a une bataille aussi qui se joue sur la question du sauvetage en mer. Voilà. Donc on est sur cette logique d'externalisation. Donc on signe également des accords de réadmission. Je vous ai parlé des expulsions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on signe des accords avec des pays pour pouvoir dire que si on attrape un migrant sur notre territoire, et ben, s'il est passé à un moment donné par la Libye, par exemple, et ben, on dit, si on a signé un accord de réadmission, et ben, on a le droit de le renvoyer en Libye, même si ce n'est pas son pays d'origine. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça la logique. Et pourquoi les pays acceptent? Et ben, parce qu'il y a des accords commerciaux, du chantage diplomatique, etc. Donc c'est voilà, cette question d'externalisation de la frontière. Donc souvent, on imagine la frontière comme une ligne. En réalité, c'est pas ça. C'est donc ce que les géographes parlent de frontières réticulaires en réseau. Alors, je poursuis par quelque chose d'encore moins gai. C'est que toute cette politique de durcissement des frontières, elle a un effet très concret. C'est que depuis le début des années 90, ce n'est pas 40 000 personnes qui sont mortes aux frontières de l'Union européenne, on est plutôt dans l'ordre de 50 000. Et encore, c'est probablement un chiffre qui sous-estime la réalité.
Donc cette carte, elle compile un peu les différentes données qu'on a là-dessus, sachant que c'est pas toujours facile d'avoir des informations précises parce que combien de morts en Méditerranée ou dans le désert on n'a pas connaissance. Donc là c'est une cartographie de ce qu'on connaît. Donc c'est à peu près 50 000 personnes depuis le début des années 90. Alors moi j'ai travaillé un peu spécifiquement là-dessus, donc là je vais vous montrer 2-3 cartes qui sont en noir et blanc, qui déterminent le nombre de morts aux frontières de l'Union européenne à 4 périodes de temps, pour voir comment les choses ont évolué. Donc ça c'était dans les années 90, donc les endroits où les migrants mouraient plutôt en essayant de rejoindre l'Union européenne, c'était plutôt autour de Gibraltar et des enclaves dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Ceuta et Melilla. Donc à gauche, il y a des zones, plus la couleur est foncée, plus le nombre de morts est important. Et sur la partie droite de l'écran, c'est la même chose, mais en trois dimensions. Donc on va un peu plus tard. Il y a toujours beaucoup de morts au niveau de Gibraltar, Ceuta, Melilla, mais on voit apparaître un peu plus au sud, au niveau des îles Canaries, des morts également à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que la frontière a été verrouillée au niveau de Gibraltar, et donc les gens se disent je vais essayer de passer un petit peu plus bas et de rejoindre les îles Canaries. C'est bouché un endroit, on se déplace vers des routes un peu plus dangereuses. Et le nombre de morts augmente. Un peu plus tard, l'agence Frontex déploie des missions jusqu'aux îles Canaries. Les gens se disent on va aller encore un peu plus bas, trouver des routes encore un peu plus dangereuses. Le nombre de morts augmente encore. Puis la politique d'externalisation, les contrôles et tout ça faisant leurs effets, les migrations se recentrent au niveau de la Méditerranée centrale, et là on a un pic qui surgit extrêmement fort, au cœur de la Méditerranée, avec un nombre de morts extrêmement important, voilà, et une traversée qui est dangereuse. Alors pourquoi ces cartes, qu'est-ce que nous disent ces cartes ? C'est que plus les politiques, plus l'Union européenne durcit ses frontières extérieures, plus les mouvements migratoires ne sont pas stoppés, ils sont seulement déviés, parce que quand on a un besoin impérieux de vivre sa vie, de franchir les frontières, les gens il faut voir, c'est que les gens qui tentent la traversée, ils considèrent qu'ils n'ont rien à perdre. C'est pas pour jouer, ils se disent si je meurs, mais je tente ma chance. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On va vers des trajets qui sont plus coûteux, plus dangereux, avec à chaque fois une augmentation du nombre de morts. Et donc c'est à travers ce constat que un certain nombre d'associations ont saisi à plusieurs reprises les médias pour publier des tribunes accusant l'Union européenne d'assassiner les migrants, puisque c'est sa politique migratoire qui est responsable des morts en Méditerranée. Et donc là, une dernière carte, là, c'est sur la période 2014-2019, c'est le panorama des migrants morts en Méditerranée aujourd'hui. Donc effectivement, un peu à Gibraltar, un peu en mer Égée, donc sur la route des Balkans, entre la Turquie et la Grèce. Et en Méditerranée centrale, c'est 14 000 morts en quelques années. Et dans ce panorama, il ne faudrait pas oublier non plus Calais, où le mur, donc là cette fois-ci, ce n'est pas des gens qui meurent en essayant de rentrer dans l'Union européenne, mais c'est des gens qui meurent en essayant d'en sortir avec cet emmurement. Donc c'est beaucoup il y a des noyés, il y a des gens qui se font écraser dans le tunnel ou sur la route. Donc je vais passer. Donc là c'était pour les différents aspects des politiques migratoires et leurs impacts. Et comme je ne voulais pas être trop pessimiste, en fait, face à ça, face à ces tragédies et une politique migratoire extrêmement dure, en fait, il y a beaucoup de choses positives qui se créent. Donc là, je vous ai mis une petite collection de choses assez chouettes. Donc là, c'est
c'est des photos, c'est à Bruxelles. La police prévoit une opération pour arrêter les migrants, des migrants sans papier. Et là, spontanément, il y a eu 2000 personnes qui sont déployées pour les protéger. C'était en janvier dernier. On a entendu parler aussi des cordées solidaires dans les Alpes, où effectivement il y a oui, j'en ai pas parlé, mais les migrants meurent aussi en montagne. Et donc, pour rappeler que la montagne, c'est comme la mer, c'est un espace de solidarité, d'entraide. Il y a eu des manifestations, des professionnels de la montagne, etc., des associations pour montrer que non, il faut s'aider dans ces zones-là. Bien sûr, en face, il y avait l'extrême droite qui, elle, qui a mené des actions aussi de communication pour verrouiller, pour appeler à verrouiller les frontières. Dans le Calaisis, il y a aussi pas mal d'associations qui font des choses assez formidables pour essayer d'héberger aider les migrants, leur donner à manger, les aider à se vêtir, etc. Il y a tout ce qui se passe dans la vallée de la Roya avec Cédric Héroux. Voilà, c'est vrai que c'est des solidarités qui se déploient, c'est pas lui tout seul, c'est tout un collectif, mais il y a des solidarités qui se déploient dans ces espaces-là, qui sont au départ des espaces de passage. En fait, la vallée de la Roya, c'est entre l'Italie et la France, et c'est traditionnellement un espace de passage. Dans les choses qui sont chouettes, il y a aussi tout ce qui a rapport au sauvetage en mer. Donc là, l'association SOS Méditerranée, normalement, devrait affréter un nouveau navire pour reprendre le sauvetage, après qu'on lui ait supprimé son pavillon. Je ne sais pas trop où ça en est actuellement, s'ils vont arriver à le faire. Donc en face, il y a toujours l'extrême droite, qui là avait mené une action au siège des SOS Méditerranée, menacé les gens, ils ont déployé une banderole, etc. Donc c'est vraiment des sujets qui sont très clivants. Ailleurs en Europe, il se passe des choses aussi chouettes, donc ça c'est un exemple, donc ça c'est une image tirée des travaux de Migrants Europe. Donc c'est un hôtel désaffecté, là c'est des activistes qui ont repris cet hôtel-là, qui l'ont squatté, qui ont développé une espèce d'organisation collective en autogestion pour accueillir les migrants, qu'ils aient un toit, tout simplement. En France aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a une initiative lancée par plusieurs médias, Mediapart, l'Humanité, Politis, Regard, etc., pour appeler à l'accueil des migrants, essayer de faire émerger une parole un peu forte. Ça a débouché sur une espèce de texte assez beau, moi je trouve, qu'ils ont appelé le serment du 104. Donc il y a des gens qui se mobilisent, ça n'a pas pris tant que ça, c'est dommage. Il y a aussi des élus qui font des choses assez chouettes. Donc on peut penser à ce qui se passe à Grande-Synthe, donc c'est à côté de Calais, avec le maire Damien Carême, qui est un maire Europe Écologie, qui a toujours eu des actions en faveur de l'accueil des migrants, de rendre la ville accueillante. Donc là c'est un camp, mais un camp pour accueillir, que les gens aient un toit sur la tête qui était construit à côté de ce qu'on appelait la jungle de Calais. Malheureusement, ce camp a brûlé. Pardon ? Qui a été détruit. Il a brûlé, oui. Ah ouais, il y a eu... voilà. Nos élus ne sont pas en reste non plus. Je ne sais pas si vous avez vu ça, là, c'était il n'y a pas très longtemps, Patrice Dessay à Montreuil qui a réquisitionné des bureaux pour loger des travailleurs. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il a fait ça? L'État a envoyé les CRS. Voilà, donc c'est un bras de fer à chaque coup. Là, quand il faisait froid, notre candidat aussi aux Européennes, Yann Brossard, qui s'occupe de l'hébergement d'urgence et du logement à Paris, il est souvent amené à réquisitionner des logements, construire de l'hébergement d'urgence, etc. Et à chaque fois, il y a des élus de droite en face qui s'indignent, qui essayent de faire que non, ça se passe pas. Ils disent toujours mais non, mais faut pas déployer tant d'argent et de moyens pour les migrants. D'abord les SDF, sauf que quand il s'agit de faire des choses pour les SDF, ils sont contre aussi. Donc voilà, c'est sans fin. C'est très clivant.
Il y a aussi quelque chose qui se joue assez fort, c'est qu'on parle beaucoup de l'Italie et Salvini, voilà, sous sa politique migratoire, mais que derrière ça, il y a un réseau d'élus locaux extrêmement forts qui, eux, disent bah non, nous, on accueille, on organise l'accueil. Donc là, c'est une carte qui était faite, tous les points rouges, c'est des maires, souvent des maires de grandes villes, qui se mettent en réseau pour faire contrepoids aux politiques nationales. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui se joue un peu dans tous les pays, c'est que souvent on va avoir des États qui vont avoir tendance à mettre des politiques extrêmement restrictives, mais il y a des élus locaux qui vont essayer de... Voilà, il y a un truc qui est géographique, ville contre État. Ce qui se joue en ce moment dans les universités aussi, c'est des mobilisations assez fortes contre l'augmentation du coût d'inscription pour les étudiants étrangers, non communautaires, qui ont été multipliés par 10. Donc certaines facs disent qu'ils ne sont pas d'accord, et les étudiants se mobilisent assez fortement. Là, dans mon université, aujourd'hui, il y avait un rassemblement, demain, il y a une AG, il y a du monde. Il y a aussi une idée qui vient des chercheurs de mettre en place une espèce de groupe international un peu à la façon du GIEC sur le climat, mais donc cette fois-ci sur les migrations, dans l'idée que le sentiment un peu général, c'est que les chercheurs, les intellectuels ne sont pas du tout écoutés par les États. Il y a, voilà, qui mènent souvent une politique un peu épidermique pour flatter l'opinion publique, et qu'en réalité, par exemple, certains chercheurs défendent l'idée que si on ouvre les frontières, on ne va pas avoir forcément des flux dans un seul sens, mais justement on favorise la fluidité, les gens viennent, repartent, etc. Et il n'y aura pas forcément d'augmentation extrêmement forte du nombre de personnes qui arrivent. Enfin, il y a plein de choses qui se discutent. Il y a plein de luttes, effectivement, avec la CGT, des luttes pour la régularisation de sans-papiers. On a entendu parler de ça aussi, donc ça, il y a un article dans Cause Commune, dans le prochain numéro de Cause Commune. Donc c'est des coiffeuses à Paris qui n'avaient pas de droit, etc. Il y a une mobilisation assez forte. La CGT, le PC étaient présents, puis ils ont gagné. Pareil ici dans ce palace, il y a une mobilisation assez forte avec l'appui de la CGT et du PCF, et elles ont gagné. Donc en fait il y a plein de luttes victorieuses, mais voilà, ça se joue au niveau local, au niveau des entreprises. Je suis déjà à 50 minutes. Je suis resté discret, mais il y a des ondes qui passent. Oui. Voilà, en fait, je peux juste conclure voilà, j'ai listé ce que nous, on propose au Parti communiste. Encore 5 minutes. Ouais, je prends 5 minutes. Ok. Donc, au PCF, il y a il y a notre programme des législatives, la France en commun, dans lequel il y a quelques propositions sur la question migratoire, et il y a surtout ce petit livret là qui a été coordonné par Cécile Dumas, qui s'appelle Pour une France hospitalière et fraternelle, une Europe solidaire, qui détaille un certain nombre de propositions. Donc là j'en ai mis un peu en vrac, mais qu'est-ce qui résume ça? C'est que il y a deux éléments importants dans ce que nous on propose en termes de politique migratoire. C'est plutôt que d'empêcher les gens d'arriver, ce qu'il faut faire, c'est organiser rationnellement l'accueil. C'est ça, être pragmatique, c'est des gens arrivent, on voit qu'on ferme à tel endroit ou à tel autre, de toute façon les gens essayent de venir, parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'humanité qui est comme ça. Et donc, être pragmatique, c'est se dire comment on organise l'accueil. Je ne sais plus qui avait dit ça, l'immigration, c'est comme l'école. À l'école, il y a des problèmes, mais l'école n'est pas un problème. L'immigration, c'est pareil, il peut y avoir des problèmes avec l'immigration, c'est compliqué à gérer, c'est des gens, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des problèmes d'inégalité sociale, de la langue, ça pose des problèmes. Mais l'immigration, c'est pas un problème, c'est juste des gens qui vivent, qui veulent changer de pays pour vivre mieux. Donc notre rôle politique, c'est d'essayer d'organiser cet accueil pour que ça se passe bien. Et donc, si on peut résumer cette politique migratoire par un slogan, ça serait vraiment l'humain d'abord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans
dans ces documents, donc organiser l'accueil, étendre le droit d'asile, par exemple aux réfugiés économiques et les réfugiés climatiques. Bon, voilà. Mettre en place, réorienter les actions de Frontex, donc ça se joue au niveau de l'Union européenne, vers le sauvetage en mer, plutôt que vers la protection des frontières, et essayer de mettre en place des corridors humanitaires pour que des gens qui veulent franchir la Méditerranée aient le droit de le faire, par exemple en déposant une demande de visa, d'asile, etc., si possible plus tôt. C'est quoi? C'est voilà, ouvrir des voies légales à l'immigration, notamment l'immigration de travail. C'est le fait que tout étranger présent en France doit être mis dans un processus de régularisation. On ne va pas laisser les gens comme ça sans droit. C'est développer l'aide publique au développement. Concernant les mineurs, c'est interdire les tests osseux. J'ai entendu qu'il était question de ça. Je crois que vous connaissez ça, les tests osseux, là. C'est pour essayer d'évaluer l'âge des migrants. Des mineurs. Des mineurs, voilà, pour leur dire, bah voilà, maintenant t'es pas mineur, t'es majeur, donc on peut t'expulser. Voilà. Bon, ça repose, c'est des techniques qui sont vraiment discutables. C'est penser un droit à la santé aussi. Ces parcours migratoires sont souvent, je ne l'ai pas dit, mais extrêmement violents, notamment pour les femmes, et que les personnes qui arrivent en Europe ont subi un certain nombre de traumatismes, souvent très graves, et il faut les prendre en charge. Faciliter l'accès au transport, au logement, etc. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. La scolarisation, l'apprentissage du français, la question de l'enfermement. Ce qu'on écrit, c'est que la rétention ne doit être qu'une exception dans des cas extrêmement limités. Et puis, égalité des droits entre les nationaux et les non-nationaux. Interdiction du délit de solidarité, etc. Voilà. Il détaille un certain nombre de choses dans ces documents. Je crois qu'il est vendu par le parti 2 €, cette petite brochure. Et l'état d'esprit des propositions qu'on avance, donc ça c'est un peu le court terme, c'est de se dire qu'on a une déclaration des droits de l'homme, de 1948, avec un article 13 qui nous dit la chose suivante: toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. La question au cœur de ça, c'est la question de la liberté de circulation et d'installation qui, c'est ce qu'on dit au Parti communiste, est l'horizon que nous devons défendre. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais cet idéal que défendent certains en disant chaque pays va se développer et après comme ça chacun restera chez soi, on va s'attaquer aux causes des migrations pour que chacun n'ait pas besoin de migrer. Je veux bien, mais je trouve comme horizon beaucoup plus beau cette idée de se dire que on a le droit de franchir les frontières pour vivre ailleurs et que ça ne soit pas seulement réservé aux plus riches. Bien, merci beaucoup sur la lumière que tu as apportée sur ce sujet. Merci beaucoup à toi. Écoutez, maintenant on va passer aux questions, aux interventions. La pratique est que pour qu'on puisse enregistrer vos questions, vos interventions, il y a besoin d'un micro annexe. Plus je me souviens, plus j'ai été réveillé par une voix sèche. Présenté de façon. Qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan, on m'a tendu la main, mais elle portait des gants.